En pleine tempête médiatique des Anneaux de pouvoir, à chaque fois qu'on parle du Seigneur des Anneaux, on pense tout de suite à la trilogie épique de Peter Jackson. Ses batailles gigantesques, ses effets spéciaux révolutionnaires et ses paysages somptueux de la Nouvelle-Zélande. Mais si je vous disais que le vrai Seigneur des Anneaux n'était pas celui-là, que pour ceux qui, comme moi, ont plus de 30-35 ans, le vrai film Le Seigneur des Anneaux est tout autre. Un film qui a marqué nos jeunes années bien avant la version de Peter Jackson. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui je vais vous parler de mon film Le Seigneur des Anneaux, celui qui, quand j'étais enfant, m'a ouvert les portes de cet univers incroyable. Et je vous assure que c'était quelque chose. Je parle bien sûr du Seigneur des Anneaux de 1978, réalisé par Ralph Bakshi, que j'aimerais tenter de réhabiliter dans cette petite vidéo pleine de nostalgie. Et d'un peu de mauvaise foi, c'est vrai aussi. Un film d'animation unique, mélangeant l'animation traditionnelle et une technique qui était révolutionnaire, ou en tout cas plutôt anecdotique à l'époque, la rotoscopie. Alors oui, je vous vois déjà froncer les sourcils, mais ce film, c'est pas censé être de la merde? Eh bien si, en quelque sorte. Disons surtout que c'est un film qui est loin d'être achevé, mais avec de très grandes idées. Son style visuel assez particulier, un peu dérangeant parfois, presque hypnotique, en a fait un véritable ovni dans le monde du 7e art. Mais aussi un film légendaire sans lequel peut-être que rien de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en matière de fantasy n'existerait. Et oui, vraiment, je n'exagère rien. Et surtout, c'est avant tout le film qui a marqué le jeune garçon que j'étais, je devais avoir 8 ou 9 ans à peu près, peut-être même moins, la première fois que j'ai vu ce film sur une des vieilles cassettes vidéo de mon père. Et je vous laisse imaginer à quel point pour un gamin de 8 ou 9 ans c'était à la fois fascinant et terrifiant. Pour moi, ce film c'était l'émerveillement total. Je me souviens encore des premières fois où j'ai vu Gollum ou même les Nazgûl, qui n'a jamais eu peur devant leurs chevaux aux yeux rouges, avec cette ambiance sombre et oppressante. Ça m'a donné des frissons, mais surtout ça m'a donné le goût de la fantaisie, un amour qui ne m'a jamais quitté depuis. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui ont découvert Tolkien dans les années 80, ou même après, ce film a pour vous aussi été une vraie porte d'entrée vers cet univers merveilleux. Et alors qu'un nouveau film d'animation Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim est prévu pour la fin d'année, il semble que l'animation et Tolkien soient toujours aussi liés. Donc, avant de nous projeter dans le futur, retournons un instant dans le passé, en 1978. Oublions un instant Peter Jackson, ainsi qu'Amazon, si ce n'est pas déjà fait, et laissez-moi vous faire découvrir ou redécouvrir Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment le meilleur moyen de montrer votre soutien et de permettre à la chaîne de continuer. Donc likez aussi tant qu'à faire, et surtout partagez-moi vos souvenirs dans les commentaires. Quel impact a eu ce film sur vous? L'avez-vous vu enfant, ou bien le découvrez-vous aujourd'hui pour la première fois? Dites-moi tout. Au-delà de la prouesse technique de ce film, car oui, c'en était une, c'est par son ambition que ce film impressionne. Bakshi était l'un des premiers à tenter une adaptation sérieuse du Seigneur des Anneaux, à une époque où personne n'osait vraiment s'attaquer à une œuvre aussi monumentale, surtout de fantasy, un genre qui faisait encore très peur aux studios. Bakshi avait fait le pari de rester fidèle à l'œuvre de Tolkien, et même si le film se finit en plein milieu du deuxième livre et qu'il n'a jamais eu de suite, il a marqué toute une génération. Et oui, malgré ses nombreux défauts, il a jeté les bases pour tout ce qui allait suivre ensuite. Et c'est donc là que ça devient vraiment intéressant. Ce film n'a pas seulement marqué mon enfance, il a aussi influencé Peter Jackson lui-même, qui, à 17 ans, s'est plongé avec passion dans les livres après avoir vu ce film. Donc sans le film de Bakshi, point de trilogie pour Peter Jackson, et peut-être même pas tout simplement de Peter Jackson. Certaines scènes de sa trilogie sont même directement inspirées de la version de Bakshi, notamment celle qui m'avait déjà fait trembler enfant, quand les 4 hobbits se cachent du Cavalier Noir. Une scène brillante qui a ensuite été sublimée par Peter Jackson, ou même celle de l'auberge quand les Nazgûl tentent de tuer la petite bande endormie, une scène qui n'existe pas dans les livres mais tellement intense qu'elle avait marqué le jeune Peter, au point où il l'a lui aussi intégré à sa version de l'œuvre. Et puis n'oublions pas que c'est grâce au succès modeste mais réel du film en 1978 que l'intérêt pour l'univers de Tolkien a explosé dans les années 80, rendant ainsi possible la version de Jackson 20 ans plus tard. Sans Bakshi, on n'aurait peut-être jamais eu droit à cette trilogie moderne, ni à aucun autre récit de fantasy aussi grandiose. Ce film, sorti en 1978, était la première tentative sérieuse de porter l'œuvre monumentale de Tolkien sur grand écran, bien avant l'ère des effets spéciaux numériques et des superproductions d'Hollywood. Bakshi s'est donc lancé dans ce projet ambitieux avec des moyens limités. Mais ce qui est remarquable, c'est l'originalité de sa vision. Plutôt que de simplement adapter Tolkien de manière littérale, Bakshi a tenté de capturer l'essence de la mythologie et de la gravité de l'œuvre, tout en se concentrant sur l'atmosphère sombre et épique qui correspondait à l'époque. Ces choix artistiques audacieux, qu'il s'agisse de la palette de couleurs parfois inquiétante ou de l'utilisation quasi théâtrale des décors, donnent au film sa propre identité. Contrairement à d'autres adaptations qui peuvent paraître trop lisses, Bakshi n'a pas eu peur d'explorer les zones d'ombre de l'histoire de Tolkien, ce qui en fait un film résolument différent. Et même si certaines scènes peuvent paraître étranges, on pourrait presque dire que Bakshi a capturé l'essence chaotique de la Terre du Milieu. Ce qui le rendait si spécial à son époque, c'était son mélange d'animation classique et de rotoscopie. Car justement, c'est cette animation unique qui fait l'une des plus grandes forces de ce film.
Pour ceux qui l'ignorent, cette rotoscopie, c'est une technique où les acteurs sont filmés en live action, puis chaque image est redessinée par-dessus pour créer un effet d'animation hyper réaliste. Ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on penserait pour un film d'animation aujourd'hui. Pourtant, Blanche-Neige et les 7 nains de Disney en 1937 a été un pionnier dans la technique de la rotoscopie, pour certaines de ses séquences, notamment pour les mouvements réalistes de Blanche-Neige. Une technique qui a aidé à capturer le réalisme des personnages humains à une époque où l'animation était encore très nouvelle. De plus, cette technique pourrait aujourd'hui être qualifiée d'ancêtre de la motion capture moderne. Sur le papier, c'est à peu près le même principe, sauf qu'au lieu d'animer un modèle 3D sur les mouvements d'un acteur, on peint chaque frame une par une pour créer un dessin animé. Ce qui, clairement, bien que très ambitieux, demandait une main-d'œuvre démentielle. Et ce serait notamment une des raisons à l'une des pires critiques que l'on peut faire à ce film, ces designs de personnages qui sont vraiment à chier. Entre un Legolas sous Exta ou Sam le schizo, c'est pas trop ça. Et oui, en plus, bien avant Viggo Mortensen dans la peau d'Aragorn, il y avait le vrai Aragorn, celui de Bakshi, bien plus beau gosse. Mais à l'inverse, ça a permis à Bakshi de proposer des batailles grandioses, s'inspirant même de scènes historiques réelles pour animer les combats épiques du Seigneur des Anneaux. Le réalisateur a dû faire des miracles avec un budget très serré pour une production qui s'éternisait, allant jusqu'à réutiliser des images de vieilles productions pour économiser du temps et de l'argent. Et oui, c'était clairement une autre époque, celle où l'on créait de la magie avec très peu de moyens. Après, oui, c'est clair que la bataille du gouffre de Helm avec 4 pelés contre 3 tondus, c'était pas trop ça. Mais encore une fois, tout est question de choix artistiques malencontreux et surtout de manque de temps et de moyens. Car je pense vraiment que s'ils en avaient eu le temps, ils auraient dupliqué les guerriers pour en faire de vraies armées. La rotoscopie était une technique artistiquement osée et innovante à l'époque, surtout pour un film d'heroic fantasy. Bakshi voulait vraiment donner une dimension immersive et vivante à l'univers de Tolkien. Et même si le style peut sembler étrange aujourd'hui, il avait le mérite de capturer quelque chose de différent, quelque chose de brut. Sans oublier sa bande originale qui a su passionner les fans pendant des années avant Howard Shore. Et donc ce qui est à la fois pour ce film son plus gros atout comme son plus gros défaut, c'est cette technique qui a justement donné cette animation un côté très réaliste, et parfois même trop réaliste. Les temps de pause ne sont par exemple pas respectés, les personnages bougent tout le temps, car ce sont de vrais acteurs donc ils sont vivants, c'est normal, mais en anime ça ne passe pas trop. De même que pour le rendu très particulier de certains personnages qui ne sont même pas repeints, mais simplement avec un filtre dégueulasse, ce qui casse clairement l'immersion du film quand d'un coup, coucou, il y a une bonne femme ou un vieux clodo qui apparaissent à l'écran, mais quand même avec un petit filtre rose ou bleu pour faire genre. Et là encore, c'est surtout une question de temps et de budget. Le film est sorti alors qu'il était très loin d'être terminé. La priorité avait seulement été donnée aux personnages principaux et à certaines séquences, mais les autres sont passés à la trappe. L'exemple le plus souvent cité est bien sûr le magnifique Balrog des Enfers qui se résume par un gars en costume d'Halloween avec un filtre noir pour faire peur. Et alors que ça avait marché sur un gamin de 8-10 ans, aujourd'hui c'est vrai que c'est plus trop ça. On ne peut le nier, il y a clairement des erreurs de je m'en foutisme, ou pire de balécouillisme, quand ils gardent une séquence où un acteur se casse la gueule en courant plutôt que de la retourner. Ou alors ils l'ont bien retournée, mais pour le montage il n'y avait plus personne et ils ont juste fait ça à l'arrache. Mais dans le fond, certes la nostalgie va parler, mais c'est aussi ce côté totalement insensé et hybride qui a fait la légende de ce film. Je pense qu'il sera encore discuté par les cinéphiles et les fans de la Terre du Milieu pendant très longtemps. Et pour le coup, j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et même concernant la fidélité à l'œuvre, Bakshi a toujours voulu rester aussi proche que possible de la structure originale des livres Le Seigneur des Anneaux. On sent vraiment l'influence des livres dans la manière dont ils traitent des thèmes comme le pouvoir corrupteur de l'anneau ou le désespoir grandissant des héros, et on sent surtout un véritable amour pour le maître de la fantasy. Le film a une approche beaucoup plus sombre et sérieuse des événements que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un film d'animation. Et un autre aspect souvent oublié mais crucial, les performances vocales. Le doublage a une importance énorme dans la création de l'atmosphère du film, même en VF. Les voix des personnages comme Gandalf ou même Saruman sont mémorables et résonnent encore aujourd'hui. Tout comme Gérard Hernandez en Gollum, qui ça est inoubliable. Le précieux est à nous, nous le voulons. Elles apportent un vrai poids au dialogue et aux scènes clés, ce qui est assez rare pour un film d'animation à cette époque. Pour moi, ces voix restent associées à ces personnages, et ce, même après avoir vu les versions live action. Mais bon, pour parler franchement, oui, clairement, ce film a ses défauts, et beaucoup de défauts. C'est vrai, on va pas se mentir. L'un des plus gros reproches qu'on lui fait, j'en ai déjà parlé, c'est son animation, avec cette rotoscopie qui pour certains est assez perturbante. Ça peut même paraître malsain par moments, mais personnellement, je pense que c'est tout de même ce qui fait son charme. Il y a un côté brut, presque onirique, et bien sûr, on est très loin des effets spéciaux modernes. Il n'y a pas de Gollum en CGI ultra réaliste, mais au moins ça a ce cachet des années 70, avec un côté psychédélique parfois et une touche artisanale qui fait du bien.
Ce film a un petit charme vintage inoubliable. Et puis, parlons surtout de l'autre critique majeure. Le film est incomplet. Car oui, il ne couvre que la moitié de l'histoire. Certains fans ont été frustrés à l'époque, et je les comprends, mais si on le prend avec un peu de recul, c'est presque amusant. On doit s'imaginer la fin nous-mêmes. Et pourtant, au départ, le studio avait bien en tête de produire 2 films, même s'ils ont eu du mal à assumer l'idée de faire une partie 1 et une partie 2. Sans doute par peur que ça n'attire pas autant de spectateurs, car le public n'était pas vraiment encore habitué à ça à l'époque. Look. Donc ce film avec toutes ses bizarreries et ses défauts est un peu un ovni dans l'histoire des adaptations. Mais il a marqué mon enfance et bien d'autres encore. Oui, il est parfois bancal, et même souvent, mais il faut se rappeler des longues péripéties de production qu'il a traversées. Bakshi n'a jamais pu réaliser pleinement sa propre vision. Pourquoi? Parce qu'au final, ce sont toujours les studios qui tiennent les commandes. Et ça n'a pas changé, même 40 ans après. C'est même peut-être devenu pire. Il ne faut jamais oublier qu'un réalisateur, aussi passionné soit-il et aussi connu soit-il, ne contrôle pas toujours son œuvre de bout en bout. Et ce film en est un exemple criant. Mais c'est aussi ce qui le rend intéressant. C'est une curiosité, une œuvre inachevée qui, malgré tout, a laissé une empreinte dans l'histoire de la fantasy au cinéma. Sauf qu'évidemment, c'est finalement Bakshi lui-même qui a abandonné l'idée de faire la suite, avant même la sortie du premier. Il trouvait le projet trop ambitieux, et il avait pas tort, et n'a même pas pu finir le premier dans les délais. Du coup, il ne voulait pas se relancer dans la suite. En gros, ce projet était un vrai casse-tête, et on sait maintenant qu'il avait même lâché l'affaire sur ce premier volet quand on voit son état d'achèvement. Mais personnellement, le plus gros point fort de ce film restera que quand j'étais gamin, ça m'a donné une raison de me plonger dans les livres et de vraiment découvrir Tolkien, et d'imaginer à quoi pourrait ressembler cette fin. C'était donc un film qui stimulait l'imagination et la soif de lecture des enfants que nous étions. Donc, en résumé, oui, ce film a des défauts, et quels défauts? Certes, mais c'est aussi ce qui le rend unique. Il n'est pas parfait, mais il a du caractère, du charme, et ça c'est rare. Et c'est justement la raison du pourquoi ce film est mon Seigneur des Anneaux. C'est simple, c'est le film qui m'a fait découvrir l'univers de Tolkien. Je me souviens encore de l'émerveillement et de la peur que j'ai ressenti en regardant ces scènes pour la première fois. Et même les dizaines, voire centaines d'autres fois suivantes, en toutes circonstances. Par beau temps ou sous la pluie, triste ou heureux, attentif ou en faisant la sieste. Bref, c'était tout le temps. Tout ça m'a plongé dans un monde qui allait devenir une véritable passion durable. Ce film est donc un peu ma Madeleine de Proust. Il est loin d'être parfait, je le sais pertinemment, mais il a un charme indéniable. Et pour ceux qui, comme moi, ont grandi avec ce film, il reste un point de repère, une porte d'entrée vers le monde de la fantasy. Alors oui, on peut discuter des mérites de chaque version, mais pour moi, ce film représente quelque chose de personnel et d'unique. Et au final, c'est là que je voulais en venir, c'est peut-être ça le plus beau dans cette histoire. Peu importe la version qu'on préfère, l'univers de Tolkien a cette capacité incroyable de nous transporter. Et ce, quel que soit le format, même avec une série de merde. En conclusion, et toute nostalgie pas du tout mise à part, oui, ce film est encore aujourd'hui un monument aussi culte qu'inachevé de la pop culture. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi avec cette version, c'est un pur voyage dans le temps. Et pour les autres, ça le deviendra bientôt. Ce film est l'un des premiers à avoir tenté de rendre justice à Tolkien au cinéma. Sans Bakshi, Peter Jackson n'aurait jamais osé s'attaquer à l'œuvre, et ensuite il y a cet esprit des années 70, ce côté psychédélique, expérimental qui est une véritable signature de l'époque. Les choix artistiques de Bakshi contrastent complètement avec l'esthétique réaliste et épique de Jackson, et c'est pour le mieux. Ce sont deux visions du Seigneur des Anneaux complètement différentes, mais je pense tout aussi valables. Et c'est ça qui est génial avec Tolkien. Son œuvre inspire des visions artistiques très variées, et celle de Bakshi en fait indéniablement partie. Et en parlant d'animation et de nouvelles adaptations, on attend évidemment avec impatience la sortie de la guerre des Rohirrim en fin d'année. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à être convaincu par le style de l'animation, qui me semble un peu trop générique, trop lisse peut-être, mais qui sait, peut-être que comme le Bakshi, il finira par surprendre, ou du moins trouver son public. Bref, si vous aimez la fantasy et que vous êtes curieux de découvrir une version plus expérimentale, plus sauvage, je vous encourage vraiment à redécouvrir, ou peut-être même à découvrir pour la première fois, ce Seigneur des Anneaux de 1978. Regardez-le avec des yeux curieux, amusez-vous de ses défauts, mais appréciez ses qualités.